C'est assez étonnant de voir que celles qui font vraiment tenir la société, c'est des femmes. Et parallèlement à ça, le leadership, de manière écrasante en France, ceux qui prenaient les décisions étaient des hommes. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Olivier Véran, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Christophe Castaner. Le jour où Édouard Philippe a présenté son plan de déconfinement, où tous les autres partis politiques, parce que c'est pas uniquement La République En Marche, tous les autres partis politiques, quasiment de manière écrasante, il y avait que des hommes. Il y avait que des hommes. Toutes les prises de parole, c'était des hommes. C'était un truc hallucinant. C'était des hommes blancs. Entre nous, on gère les histoires de la France, les choses sérieuses. Et les femmes à la cuisine. Mets-toi le réveil matin à 15h, parce qu'à 15h, je dois être barrée. Donc vraiment, on a un quart d'heure. Léa, je commence toujours par une question sur le télétravail, genre comment ça se passe pour vous le télétravail, ça me permet un peu de légitimer mon concept. Sauf que vous n'êtes pas en télétravail puisque vous avez choisi de continuer à animer presque comme d'habitude la matinale de France Inter. En quoi cette crise et les circonstances qu'elle impose ont changé votre manière d'exercer votre métier ? Elle ne te change pas complètement, c'est impossible, sinon ça voudrait dire que tu étais dans le mensonge avant. Mais il est certain que ça a été à la fois un plus et un moins. Le plus, c'est juste le miracle technique. Honnêtement, on a vu qu'on a pu continuer à la télévision, à la radio, une antenne où il y avait du fond. Où malgré la ligne un peu foireuse, l'image Skype un peu merdique, je trouve qu'il y a une forme de vérité et de sincérité qui sort quand même de ces échanges-là depuis 1 mois et demi qu'on est en confinement. Que ce soit nous ou que ce soit les invités, il y a une espèce de mise à nu, d'épure. Il n'y a plus besoin de faire des farces et attrapes et des artifices. On va à l'essentiel du propos et du coup, je trouve que ça a donné une certaine résonance et quelque chose de plus fort. Bon, moi, j'aime bien les interviews punchy où il y a un échange. Il faut avoir un eye contact, il faut avoir quelqu'un devant tes yeux pour jouer avec lui, pour être dans le match avec lui, pour qu'il se passe quelque chose. Là, il n'est pas là, et en plus, on est dans un moment tragique. Donc, il nous appartient de nous oublier un petit peu, d'être au maximum du factuel dans nos questions, et beaucoup moins dans l'éditorialisation. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, avec Nicolas Demorand à la radio, avec Thomas Soto à la télé. Pourquoi c'est pas le temps de la combativité, du côté pugnace ? Pourquoi c'est pas d'actualité pour vous ? Parce que ça, c'est mon fils qui parce que il veut pas faire sa sieste. Parce que c'est un événement totalement inédit qui nous surprend tous. Donc ce n'est pas dans le moment naturel où vous demandez d'un responsable politique des réponses. Et s'il n'a pas les réponses, ça va pas. Ça, c'est vraiment une crise qui nous a appris à la fois le dirigeant, à la fois le scientifique, à la fois le journaliste, c'est-à-dire je ne sais pas. Et en fait, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir. On peut presque pas lui reprocher de changer d'avis. Oui, ils ont changé d'avis, ça c'est certain. Mais est-ce qu'on n'aurait pas changé d'avis à leur place ? Après, ce qu'on peut leur demander, mais ça c'est une autre question, c'est de la sincérité. Je voudrais avoir votre réaction, Léa, sur la place des femmes dans la société, parce que cette crise, elle pose aussi la question de la place des femmes dans la société. Vous qui présentez sur Inter une série consacrée aux femmes puissantes, est-ce que vous souscrivez à cette idée qui consiste à dire qu'avec des femmes au pouvoir, la crise serait peut-être mieux gérée ? Non, ça, je n'irai pas jusqu'à dire ça. En revanche, et ça m'emmerde de vous le dire, parce que je n'aime pas voir la vie et le monde d'une manière genrée. Ça m'a toujours heurté de sortir la calculette pour voir combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes. Sauf que là, effectivement, il y a quand même quelque chose de très intéressant qui est intervenu, c'est que les invisibles, et c'est souvent des femmes, beaucoup d'infirmières, beaucoup de caissières, des femmes qui vivent seules avec leurs enfants parfois et qui se débrouillent. Et c'est autrement plus difficile d'être une maman solo, croyez-moi, et c'est qu'une des choses du confinement, moi, qui m'a beaucoup heurtée, c'est de parler à certaines de mes amies qui étaient en souffrance littérale et réelle. Toutes ces femmes-là qui ont été en première ligne, qui nous ont aidés dans ce moment-là, eh bien, on les redécouvrait. C'est assez étonnant de voir que celles qui font vraiment tenir la société, c'était des femmes, pour beaucoup des femmes. Et parallèlement à ça, le leadership, de manière écrasante en France, ceux qui prenaient les décisions étaient des hommes. J'ai été, moi, quand même stupéfaite de voir que ce soit au gouvernement, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Olivier Véran, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Christophe Castaner, voilà. Bon, certes, il y a Muriel Pénicaud, une parmi. Le jour où Édouard Philippe a présenté son plan de déconfinement, où tous les autres partis politiques, parce que c'est pas uniquement La République En Marche, tous les autres partis politiques, quasiment de manière écrasante, il y avait que des hommes. Il y avait que des hommes. Toutes les prises de parole, c'était des hommes. C'était un truc hallucinant. C'était des hommes blancs. Entre nous, on gère les histoires de la France, les choses sérieuses. Et les femmes à la cuisine. Les scientifiques, tous les grands médecins qui ont parlé, à part Karine Lacombe ou une ou deux autres, c'était des hommes. Je dois vraiment faire le ménage devant ma porte parce que nous-mêmes, on a eu tendance à aller vers le plus simple. Et vers le plus simple, c'est d'aller vers le chef de service
qui parle bien, qui est un bon client, qu'on a vu la veille à la télévision et qu'on prend le matin à la radio. On a ce défaut, on a essayé de le corriger. Nous, c'était obsessionnel à la fin à France Inter d'essayer la parité, on n'y est pas arrivé. On a 10 invités par semaine, mais d'essayer de tendre vers du 4-6, tu vois, quelque chose d'un peu honnête. Et je trouve que vraiment, cette crise a révélé le fait que celles qui font tenir la société, celles qui la tiennent, ce sont les femmes, et ceux qui décident, ce sont encore des hommes, beaucoup d'hommes. J'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience chez vous pendant cette crise. Vous voulez dire personnellement ? Oui. Non, il y a une évolution. Je suis devenue féministe, je ne l'étais pas il y a 10 ans. Pour MeToo m'a fait ouvrir les yeux sur des choses que sans doute je ne voyais pas ou je ne voulais pas voir. Donc oui, il y a eu une prise de conscience, du coup, qui fait que quand on arrive à une situation comme ça, effectivement, c'est quelque chose qui va me brûler les yeux, là où peut-être il y a 5 ans, je n'aurais pas vu que c'était majoritairement des hommes qui étaient en leadership. Oui, c'est quelque chose qui a changé chez moi, ça c'est certain. Et vous-même, en tant que femme, journaliste politique, c'est-à-dire interrogeant essentiellement des hommes, puisque vous l'expliquiez très bien, le monde politique est essentiellement composé d'hommes, est-ce que vous avez déjà subi des attaques qu'on pourrait qualifier de machistes? Est-ce que vous avez déjà ressenti dans votre chair ce que vous dénoncez là? Non, je n'ai pas ressenti ça. Après, ça fait partie des choses qu'on a pu me reprocher il y a 4-5 ans quand je suis arrivée chez Ruquier ou à l'émission politique ou sur France Inter, c'est d'être un peu trop viril dans ma manière de parler. Viril parce qu'au début, je vais être un peu vulgaire, mais il faut un peu pisser sur son territoire. Parce que c'est vrai que quand on arrive face à des journalistes hommes qui sont très bons, mais qui sont là depuis la nuit des temps, et que vous commencez à faire des duos à la télévision ou à la radio, tendance à vouloir vous battre, et de manière peut-être un peu excessive, pour dire je ne suis pas le pot de fleurs qui pose la question psychologisante à la fin. Quand Bourdin va poser exactement la même question que je vais poser, Bourdin ça va être il est culotté, il est pugnace, comme il y va, etc. Il en a, et moi ça va être oh là là, elle est agressive. La même question. Et se battre, ça commence par relever le fait qu'effectivement, là, sur cette crise, le leadership a été de manière écrasante géré par des femmes, géré par des hommes. Lapsus. Et ce côté viril, comme vous dites, voire guerrier, parce que c'est un qualificatif qui revient souvent à votre propos, est-ce que vous sentez qu'il est encore nécessaire aujourd'hui pour exister, pour s'imposer, ou finalement vous êtes arrivé maintenant à un niveau où vous pouvez vous permettre de relâcher un peu la tension ? Non, mais oui, ça, je trouve que je l'ai déjà relâché, la tension, c'était important pour moi. Et puis après, la vie t'apprend, tu sais. Moi, j'ai fait un enfant depuis il y a 3 ans, et puis j'ai accédé à des postes qui m'ont rassurée aussi. Parce qu'au fond, c'est ça le problème des femmes, c'est la peur. C'est que tu as peur d'être une imposture, tu sens bien que tu dois prouver 10 fois plus que les autres, que les hommes. Et puis à un moment, tu es sur la première matinale de France, tu es sur l'émission politique statutaire, tu n'as pas l'impression d'être totalement une imposture, tu as l'impression que tu dois faire mieux, mais que tu n'es pas plus une imposture que l'homme à côté de toi. Du coup, ça te calme, ça apaise les choses. Et on s'oublie un peu, vous voyez. Et je pense que c'est un mouvement, oui, qui a commencé chez moi depuis quelques mois, parce que j'avais aussi envie de laisser passer un peu de douceur, parce que j'en ai. Mais puisque vous êtes dans la nuance aussi, que vous n'aimez pas les étiquettes et vous avez bien raison, quels sont les hommes qui ont joué un rôle dans votre vie ? D'abord mon père, moi j'ai une figure paternelle extrêmement forte, mon père qui est quelqu'un, pendant je dirais les 30 premières années de ma vie, j'ai tout fait pour lui faire plaisir et pour le rendre fier. Je ne l'ai pas connu, mais Yves Mourouzi, j'aime sa sincérité. Je trouve que le problème aujourd'hui, c'est le manque de sincérité chez les politiques comme chez les journalistes. Et c'est une période qui ne supporte plus le manque de sincérité. Aussi, dans ma vingtaine, j'étais addict à Ardisson. J'ai grandi avec Tout le monde en parle, plus qu'avec On n'est pas couché d'ailleurs. J'ai beaucoup plus regardé Tout le monde en parle que On n'est pas couché, paradoxalement. Il y a un homme aussi à votre panthéon spirituel, personnel, et c'est plus inattendu, c'est François Mitterrand. Qu'est-ce qui chez Mitterrand vous touche et vous parle ? Et c'est l'homme qui me touche plus que le président. Son rapport à la France, en fait, son rapport à la terre, la manière dont il décrivait les clochers, son rapport charnel à la terre française est quelque chose, moi qui viens d'ailleurs, qui m'a énormément touchée. C'est d'abord ça. Après, le rapport à la littérature de Mitterrand, je suis nostalgique des hommes politiques quand, comme Mitterrand, il lisait Chardonne, comme Pompidou quand il terminait ses conférences de presse en lisant un poème des Loirs, et sans parler de la force littéraire des œuvres de De Gaulle. Donc c'est sûr que là, aujourd'hui, voilà, on a moins ça, on va dire ça poliment. Et Mitterrand, ouais, le Florentin, le dissimulateur et toute l'aura de mystère autour de lui qui m'a beaucoup fascinée. C'est quand même tout ce qu'il y a dans son rapport aux forces de l'esprit, ses derniers discours, à la foi, à la transcendance. Tout ce mélange est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Puis son rapport aux femmes, les tromperies, les cachotteries, le séducteur, ouais, tout ça. Hein. En tout cas, ce que je perçois derrière ce que vous dites, c'est l'impression que vous assumez de pratiquer un journalisme parfois infusé par vos émotions, par ce que vous ressentez intimement.
Est-ce que c'est le cas et quelle est la part que vous laissez au sentiment dans l'exercice de votre métier? Dans les écoles de journalisme, on vous apprend de ne pas montrer vos émotions. Donc la première règle qu'il faut casser, c'est celle-là. Mais quand vous êtes une femme, il faut mieux pas trop montrer ses émotions. En télé, on ne ment pas. Le téléspectateur sent immédiatement si t'es un mec bien ou un mec pas bien. Il sait repérer les choses, il sent les choses. Donc je pense que les gens savent. Un mot de l'arrêt dont on n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de cette nouvelle? Bon, ça m'a pas étonné des masses parce que je sais que Ruquier en avait déjà un peu marre. Je pense que ça a été une émission hyper importante et je pense que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de créer une marque en télévision. On n'est pas couché était vraiment une marque, était une référence. C'est une des rares émissions, parce qu'il y a d'autres talk-shows qui marchent très bien, Quotidien, C'est à vous, etc. Mais la puissance dont On n'est pas couché à l'époque, il y a 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, était quand même que pendant une semaine, on parlait de ce qui s'était passé le samedi soir chez Ruquier. Et c'était la seule émission qui avait le courage d'aller repérer une petite gonzesse de chaîne d'infos et de la balancer sur le premier talk-show de France en lui disant allez maman, vas-y, donne ton avis à un réalisateur sur le film. Ce que je leur disais tout le temps, mais enfin, qui suis moi pour aller dire à un réalisateur qui a bossé pendant 2 ans son film, je trouvais que c'était de la merde. À chaque fois pendant 2 ans, j'avais mal au bide d'y aller. Mais oui, c'est une émission qui a marqué, moi qui m'a énormément aidée. Donc oui, forcément, je suis un peu triste de la voir se terminer parce que c'est un très bon souvenir pour moi. Un mot qui revient tout le temps quand on lit des articles ou des interviews sur vous, c'est l'ambition. Vous-même, vous avez dit qu'à 25 ans, c'était insupportable. On sent que vous avez un peu évolué et que Oui, vous mais êtes... la vieillesse arrive, vous savez, c'est fini. Dans la vieillesse, vous en êtes encore loin, mais l'ambition, elle est évidemment toujours là. Vers quoi elle vous porte aujourd'hui, votre ambition? Déjà, je vais vous dire très honnêtement, et c'est pas une pause, l'ambition elle est moins là que quand j'avais 25 ans. 25 ans, oui, je voulais bouffer le monde, j'avais 1000 trucs à prouver, à mon père, à tout le monde, à moi-même, enfin, c'est une catastrophe. Là, ça y est. Donc je trouve que la quarantaine, puisque je rentre dans ma quarantaine tout juste, Félicitations. mais ou condoléances plutôt, vous autorise à aller vers l'essentiel et vers quelque chose de juste en vous-même. Et ça, c'est vrai que... Alors ça y est, je commence à parler comme une journaliste de Elle et je suis totalement tarte à la crème ce que je vous raconte. Mon ambition, je sais pas vers où elle me pousse. En tout cas, elle est beaucoup moins là de manière... Je me laisse un peu porter, quoi. C'est un peu imprévisible. Je sais pas si j'aurais plus envie de faire la journaliste politique pendant très longtemps ou si une émission comme On n'est pas couché me manque pas un peu. Je sais pas. Un truc que le confinement vous a appris? Ça a été très dur pour moi parce que les impatients suractifs comme moi, on les oblige à rester à la maison, ça a été assez violent parce que au fond, on est tous là à avoir peur du vide et du coup à remplir nos agendas de manière frénétique pour surtout ne pas avoir un moment de rencontre avec soi-même. La seule chose positive de ce confinement, c'est d'avoir eu rendez-vous avec soi-même pour chacun d'entre nous. C'est pas toujours simple. Moi, j'ai mis 2 ou 3 semaines à rentrer dans ça. Et là, le confinement est en train de se terminer. Eh bien, je commence à avoir une petite nostalgie du confinement. Dernière question, Léa. Là aussi, vous allez me dire que c'est un peu tarte à la crème, mais laissez-moi juste une. Un truc, Le premier truc que vous ferez à la fin du confinement, quand on pourra reprendre une activité sociale à peu près normale? Je crois que j'ai très envie de marcher dans Paris. Oui, de marcher dans Paris avec mon père. Voilà, côte à côte, le long des quais dans Paris.